819-871-1021. La Coalition canadienne pour le droit des armes à feu juge que le projet de loi libéral crée tout un bordel. On parle du projet de loi C-21 sur les armes à feu, puis on a eu la bonne idée d'inviter Guy Morin qui est en studio avec nous, qui est un spécialiste des armes à feu, celui qui s'occupe de TCRQ. Salut Guy, comment ça va? Bonjour M. Marceau. Merci d'être là. Pour les gens qui sont peu familiers avec le projet de loi C-21, peux-tu nous expliquer ça depuis le départ? Bon, depuis le départ, c'est sûr que là, on n'a pas 3 heures devant nous autres. Mais écoute, ça a commencé avec le fameux décret du 1er mai 2020 sur les armes, les fameuses armes d'assaut, ça a l'air, là. Assaut, c'est pas un type d'arme. Assaut, c'est une action. Tu peux avoir une fourchette d'assaut. Fourchette d'assaut. Une fourchette d'assaut. Je veux te dire qu'une fourchette, c'est une fourchette d'assaut. Ouais. Tu sais, c'est simplement parce que c'est des armes noires qui font peur, etc. C'était surtout les AR-15, les fameux AR-15 que tout le monde a peur, mais qu'en fin de compte, au Canada, c'était déjà des armes les plus réglementées, les mieux contrôlées au Canada, seulement utilisables dans les champs de tir, qui n'était pas un problème. Parce que je te dirais, jusqu'à maintenant, depuis 1959, il n'y a eu aucune tuerie de masse avec une arme, un AR-15 légal au Canada. Il n'y a eu aucune tuerie avec des AR-15 légaux au Canada. Jamais. Moi, j'attends toujours que la date que ça arrivé, ça n'a jamais arrivé. On va souhaiter que ça arrive jamais. Là. C'est sûr. Puis là, on les a bannis en disant qu'on va justement faire en sorte qu'il va y avoir moins de tueries de masse. Ben, s'il y en avait 0, on va-tu tomber dans le négatif? Je le sais pas. Puis on a aussi banni les armes qui ressemblaient à des AR-15 avec des armes semi-automatiques, avec des chargeurs détachables. Donc, quand on parle d'armes de chasse au Canada, des armes de chasse, c'est comme des armes d'assaut, ça n'existe pas. C'est des armes non restreintes. Et des armes non restreintes se sont retrouvées déjà là-dedans, sauf que vu que c'était des armes noires qui ressemblaient à des AR-15 avec un chargeur détachable, ben là, les chasseurs n'ont pas trop vu ça passer. Après ça, on a eu le dépôt du C-21 pour une 2e et 3e fois à cause des élections, etc. Le C-21 en tant que tel, c'est comme... Moi, je vois ça comme une grande loi 9, comme la loi 9 au Québec qu'on a eue il y a en 2008, qui va se faire dans l'ensemble du pays. En gros, c'est pas mal ça. Sauf que là, on a rajouté des armes de poing. Parce que là, on a fait un gel des armes de poing, de l'importation, de la vente et du transfert d'armes de poing. Fait que maintenant, on ne peut plus acheter, se transférer des armes de poing au Canada. Même pour le tir sportif. Là. Pour le tir sportif, tout le monde est arrêté. Et ça, c'était, selon les libéraux, pour éliminer justement les gangs de rue, les fusillades dans les grandes villes. OK. Rappelle-moi, Guy, je suis pas certain de ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression que les gangs de rue, eux autres, ils n'enregistrent pas nécessairement leurs armes avant de tirer sur tout le monde. Non, ils les enregistrent pas. Jamais. Ils n'ont pas les permis nécessaires, ils n'ont rien. Non. Fait que les libéraux nous ont vendu ce gel d'importation et de vente-là comme le fait qu'on va réduire les fusillades dans les grandes villes. Mais dans le fond, ça ne réduira pas les fusillades entre criminels, gangs de rue qui s'entretuent avec des armes illégales qui viennent des États-Unis. Exact, qui transitent par les endroits où les policiers ne peuvent pas toujours aller. C'est ça. Parce qu'au Canada, c'est, comme j'ai toujours dit, c'est pas un problème de contrôle des armes à feu. Ouais. Des armes à feu illégales, c'est un problème, dans le fond, d'application des lois. On n'applique pas ou on applique mal les lois déjà existantes. Puis si on en regarde à Montréal présentement, bien, le SPVM font un très bel job depuis une couple de semaines, une couple de mois, et ils appliquent les lois. C'est juste ça le problème. Appliquer les lois existantes, pas besoin d'en avoir d'autres, là. Malgré que tu en mettrais plus de lois ou plus de restrictions, si tu n'es pas capable de faire ce que tu fais là. Mais pourquoi le gouvernement se concentre sur les gens qui agissent convenablement, qui s'enregistrent, qui peuvent faire du tir sportif ou encore qui vont à la chasse, plutôt que de s'attaquer aux gangsters qui prennent des armes, qui transitent des États-Unis vers le Canada par les réserves, puis qui prennent pas la peine de les enregistrer parce que leur objectif principal, c'est soit de se défendre ou soit d'attaquer? Ben écoute, c'est parce que je pense que c'est simple, c'est facile à faire politiquement. Tu attaques des gens qui ne peuvent pas vraiment se défendre, des citoyens honnêtes. Fait qu'ils ne rentreront pas dans la criminalité, puis ils n'iront pas mettre le feu au Parlement à cause que tu leur fais ça. C'est des citoyens honnêtes, c'est pas des criminels. Donc on s'attaque à eux. Ça fait des belles lois, ça fait des belles choses. Puis écoute, ce qui arrive, c'est que les gens, présentement, ne connaissent pas les lois présentement. Ils ne connaissent pas les armes à feu. Ils ne savent pas
comment ça fonctionne au Canada. Fait que les gens pensent toujours que les armes à feu, il n'y a personne qui peut avoir ça au Canada à part pour la chasse. Puis surtout au Québec, on a l'impression qu'au Québec, si c'est pour faire autre chose que de la chasse, c'est immoral. Mais malheureusement, il y a des tireurs sportifs, il y a du sport qui se fait, il y a un paquet de choses qui se fait, mais on n'est pas des tueurs, puis on n'est pas des gens qui... C'est pas directement nous autres les problèmes, là. Quand on parle d'actes criminels, si on parle de tuerie de masse, exemple comme la Polytechnique ou exemple la mosquée, la Polytechnique, celui qui avait l'arme, il avait légalement cette arme-là. Oui, c'est vrai. Mais dans le rapport du coroner, le coroner a bien dit que le contrôle des armes à feu n'avait eu aucune incidence sur la Polytechnique. Pourtant, ça fait 30 ans qu'on nous parle de contrôle des armes à feu et qu'on essaye de nous enlever nos armes. À la Mosquée de Québec, Bissonnette était un tireur sportif. Il y avait les armes, il y avait tout, il y avait les permis, il y avait tout. Sauf qu'on s'est rendu compte, pendant que tout le monde criait qu'il fallait absolument éliminer les armes d'assaut, éliminer les armes de poing, etc., on s'est rendu compte que si les lois déjà existantes, les règlements déjà existants auraient été appliqués comme du monde, Bissonnette n'aurait jamais eu d'armes à feu. Parce qu'il y avait des problèmes entre les deux oreilles. Il y avait des problèmes entre les deux oreilles et le processus, soit qu'il a failli ou soit qu'il n'a pas été fait par les personnes qui doivent le faire. Puis quand on parle aussi, autrefois, quand je m'astinais avec quelqu'un là-dessus, à une autre antenne, c'est même heure que vous, il me disait, oui, mais le C-21, c'est une bonne chose, puis bannir les armes de poing, c'est une bonne chose. Il va y avoir moins d'homicides, moins de suicides par arme à feu légale. C'est de mélanger les choses, en fait. Non, c'est parce que, tu sais, demande à n'importe quel policier qui va sur un lieu où il y a eu un homicide ou un suicide par arme à feu, il va te dire, non, c'est un 12 pour la chasse au canard qui a servi. Là. C'est pas une arme de poing. C'est pas une arme semi-automatique. C'est pas un AR-15. Là. Fait que tu passes à côté de ça. Fait qu'on bannit ça pourquoi? Pour juste faire en sorte qu'il y ait moins de gens honnêtes, de citoyens qui aient des armes, tout simplement. On veut désarmer notre population. Oh oui, simplement. Mais tu sais, je veux juste revenir sur l'épisode des gens qui se suicident par arme à feu. Si ces gens-là n'avaient pas une arme à feu, ils trouveraient un moyen autre de le faire. Évidemment. C'est sûr et certain que l'idéal, c'est que ces gens-là choisissent un autre moyen puis qu'ils s'en sortent sans nécessairement aller à s'enlever la vie. Mais quand on y pense, on se dit, attends un peu, là, on veut essayer d'empêcher les gens de se suicider. Les gens vont le faire pareil. Ils vont essayer de trouver d'autres moyens de le faire. Là, ce qu'on essaye, c'est d'abolir la possession d'armes à des citoyens qui ont aucunement criminalisé, près de 3 millions présentement au Canada, pour essayer peut-être de sauver un suicide ou quelque chose de même par arme à feu. Les chasseurs, est-ce qu'ils vont être touchés par le projet de loi C-21? Le problème, c'est que les chasseurs, ils sont déjà touchés depuis le jour 1, depuis la première liste, le premier décret du 1er mai 2020. Comme je te disais, c'est que pourquoi que les chasseurs n'ont pas réagi, c'était des armes qui ressemblaient à des AR-15 semi-automatiques à chargeur détachable, que bien des gens se servaient pour la chasse, mais que eux autres, la majorité des chasseurs, surtout au Québec, ne chassent pas avec ça, parce que c'est des armes plus modernes. Là, ce qui arrive, c'est que la nouvelle liste qui vient de sortir la semaine passée, c'est que là, comme par hasard, là, ils ne s'attaquent plus aux armes qui ressemblent à des AR-15. Là, ils s'attaquent à des armes qui ne ressemblent pas à des AR-15, qui ont des crosses de bois, qui ressemblent et qui sont, dans le fond, des armes de chasse, qui ont des chargeurs détachables ou des chargeurs fixes, ou tout simplement, c'est des carabines à verrou à un coup, avec des belles crosses de bois, mais c'est simplement qu'ils ont décidé que les calibres étaient trop puissants pour le citoyen normal. Okay. Puis là, je parle pas de bazooka. Là, je parle d'armes qui pourraient aller, que tu pourrais faire un safari, aller tuer un orignal, pas un orignal. Bon, un orignal, ça pourrait faire, là. Mais c'est des armes qui, normalement, sont pris dans les safaris pour les éléphants, etc. Qui conseille les politiciens pour passer ce type de projet de loi-là, comme la C-21? C'est-tu des spécialistes des armes à feu comme toi, ou c'est des politiciens qui se jasent entre eux, comme ça arrive régulièrement, puis qui décident, ça oui, ça non? Moi, ce que je pense, c'est que c'est purement politique, c'est purement de la stratégie. T'es le deuxième à me dire ça cette semaine. Écoute, c'est une guerre entre les conservateurs et les libéraux. Quand Justin Trudeau, ça va pas bien, il sort une loi sur les armes à feu. Fait que là, on arrête de parler de ça, puis on commence à parler des armes à feu. Ça l'aide à pointer les conservateurs comme des gens qui veulent faire en sorte que tout le monde ait des armes, ce qui n'est pas le cas pantoute, là. Mais c'est toujours pour revenir là-dessus, mettre un petit peu dans l'eau bouillante les conservateurs. Puis bien sûr, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a
peut-être des très bonnes chances que le C-21 ne passe pas d'ici la prochaine élection. Mais même s'il passerait, de toute façon, la prochaine élection, le sujet va encore revenir et les libéraux vont encore essayer d'en profiter contre les conservateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Excuse-moi, là, tu voulais poser une question? Oui, mais je me pose la question, dans un cas où c'est une game politique pour rassurer la population pour les problèmes en lien avec les tueries, la criminalité, tout ça, si vous me dites que c'est pas le bon problème à attaquer, vous, qu'est-ce qui vous rassurerait pour les tueries, ces choses-là? Ce serait quoi la piste de solution? Ou est-ce que vraiment on pourrait là, aller chercher un petit peu plus de sécurité à ce niveau-là? Les tueries de masse au Canada, c'est à peu près 1 aux 30 ans. Malgré qu'on essaierait d'enlever les armes légales, ça ne changera pas grand-chose pour ça. C'est vraiment d'appliquer les lois déjà existantes. Il y en a des lois. Même dans le C-21, présentement, là, il parle de chargeurs détachables à plus de 5 cartouches. Mais il y a déjà une loi présentement qui dit qu'un chargeur à plus de 5 cartouches, c'est illégal, tu es passible de 10 ans de prison. Mais ils rajoutent encore, puis là, ils bannissent des armes, etc. Ouais. Mais il existe déjà une loi. Mais c'est ça qui me fait dire que ces gens-là prennent des décisions entre eux sans nécessairement demander des conseils à des gens qui travaillent régulièrement dans cet univers-là. Ben, c'est pour ça que je voulais savoir, tu sais, qu'est-ce qui pourrait rassurer quelqu'un qui a les connaissances là-dedans? Parce que moi, je connais pas ça du tout. C'est pas de rajouter des lois, c'est pas de rajouter des choses sur les armes à feu. Ça donne rien de frapper sur un objet inerte qui fait rien de par lui-même. Il faut travailler sur la personne qui va avoir cette arme-là. Il faut travailler en prévention. Il faut faire en sorte que les personnes qui ne devraient pas avoir d'armes les ont pas. Et on les a déjà, les outils nécessaires pour ça. Il faut juste mettre les ressources humaines et les ressources monétaires sur ça. Quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, s'il y a des armes à feu, on a déjà un paquet de services qui sont là. Mais il faut les appliquer, puis il faut le montrer qu'il y en a des services. Oui, puis il y a de ça quelques années, j'ai vu passer au Palais de justice de Québec un ancien militaire qui était de retour à la maison. Ça allait plus ou moins bien avec sa conjointe. Sa conjointe a appelé les policiers, puis automatiquement, il y a quelque chose qui s'est enclenché. On est allé retirer les armes du gars pour être sûr et certain qu'il ne se passe rien de mal. Et par la suite, le gars a dû passer en cours pour retrouver... Tu sais de qui je parle, j'imagine? Oui. Il a dû passer en cours pour retrouver ses armes, ce qu'il a fait. Tout le processus est là. Il a fait le processus au complet. Puis un coup que ça a été réglé, il n'était pas un problème. C'était pas... Il y avait une chicane il y avait une chicane en deux couples, oui, mais c'était pas un problème... qui était urgent, critique. Donc, il a réussi à avoir ses armes après quelques mois. Et ce gars-là est un héros de guerre. Eh oui. C'est assez particulier de traiter des individus comme ça. Là. Le gars, c'est un héros de guerre. Puis on le fait passer comme s'il y avait des possibilités qu'il fasse quelque chose d'atroce. Mais tu sais, c'est vraiment ça. Là. Tout est déjà là. Mais tu sais, au Québec, surtout au Québec, dans le reste du Canada, c'est une autre histoire parce que tout ce qui est contrôle des armes à feu, ça vient toujours du Québec. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça fait 30 ans que c'est le même. Mais tu sais, au Québec, c'est pas juste les armes à feu, c'est tous les sujets émotifs. On n'a pas le droit au débat. Okay? Si une pauvre victime lève la main et dit « Hey, il y a un problème, je suis victime », il n'y a pas de débat à savoir si oui, c'est une victime, si oui, il y a un problème, et si la solution qu'elle veut apporter, c'est une bonne solution. Non, il n'y a pas de débat. Ça prend un consensus. Ouais. La victime a dit qu'il y avait un problème. Ouais. Il y a plus d'émotion que de rationalité là-dedans. Écoute, tout ce qui est dans le C-21, ce n'est que de l'idéologie basée sur de l'émotion. Il n'y a rien d'autre que ça. OK. Qu'est-ce qui arrive advenant le cas où le C-21 passe? Là, toi, tu me mentionnes qu'il y a des chances qu'il ne passe pas, là, mais advenant le cas où il passe, le C-21, est-ce qu'il y a des propriétaires d'armes à feu du Québec qui vont se voir brimer dans leurs droits? Ben oui, écoute, moi déjà en partant, en tant que tireur sportif, je peux plus utiliser mes AR-15, je peux plus utiliser toutes les autres armes qui pourraient servir pour remplacer le AR-15. Ce que les chasseurs ne comprennent pas, parce qu'il y a aussi des armes de poing, là, présentement, ceux qui font de l'arme de poing, on ne peut plus acheter, on ne peut plus rien faire, mais il y a aussi les chasseurs qui ne comprennent pas présentement que dans le C-21, si ton arme n'est pas dans la liste, ça ne veut pas dire que ton arme, tu vas pouvoir encore t'en servir. Parce qu'il y a des clauses dans le C-21 qui disent, exemple, que, mettons, je vous parle de la petite carabine Remington 22, la 597, qui a un chargeur détachable de 10 coups. Elle n'est pas dans la liste. Mais dans le C-21, il y a une place qui dit que le chargeur détachable, qui est d'origine de plus de 5 coups, vont être prohibés. Ça veut dire que ma carabine, si ça passe,
je peux plus l'utiliser parce que je peux pas mettre le chargeur d'origine dedans. Fait que si je veux l'utiliser, il faut que je me trouve un chargeur de 5 coups. Le problème, c'est que les chargeurs de 5 coups pour les carabines, ils n'existent pas. Exact. Fait que si tu laisses passer la loi et tu ne bouges pas, même si ton arme n'est pas dans la liste, tu ne pourras plus l'utiliser si elle a un chargeur détachable ou si elle a un chargeur fixe. Guy fait du tir sportif. Là. Oui. Est-ce que tu as idée de tout ce que ça prend pour faire du tir sportif puis tout ce que la loi te demande de faire quand tu pars de chez vous jusqu'au club de tir? Je ne connais absolument. C'est pour ça que je suis quand même silencieuse dans cette revue-là. Là. Vous êtes dans un monde, là. Je me suis jamais posé de questions sur le tir sportif. Mais, écoute, ça va te rassurer. Mais en même temps, les gars et les filles, ils ont tellement de contraintes que tu te dis, mais pourquoi ils veulent encore plus durcir le ton? C'est quoi il faut que tu fasses quand tu veux aller faire du tir sportif? Écoute, premièrement, n'importe qui veut faire du tir sportif avec juste une carabine, il faut qu'il fasse un cours de 2 jours pour avoir le cours, pour avoir son PPA. S'il veut utiliser des armes restreintes, qu'on appelle, qui sont des armes de poing normalement au Canada, il faut qu'il fasse un 2e cours de 2 jours pour réussir à aller chercher son PPA restreint. Un coup qu'il a ça, il faut qu'il fasse la demande à la GRC pour avoir officiellement son permis, parce que là, il a juste fait les cours nécessaires. Puis ça prend entre 3 mois à 6 mois, normalement. Mais ça va souvent jusqu'à 1 an. Okay? OK. Avant d'être capable de dire « je peux acheter une arme et je peux l'utiliser Si tu es un tireur sportif, tu as des armes de poing, des armes restreintes, il faut absolument que tu sois membre d'un club de tir. Parce qu'il faut que tu fasses ta loi 9. C'est-à-dire, il faut que tu prouves à chaque année que tu vas tirer. Si tu ne le prouves pas, tu peux perdre ton permis. Puis, chez vous, bien sûr, les armes doivent être serrées, rangées, coffre-fort, avec un cadenas de pontet, etc., déchargées, les chargeurs, pas les chargeurs, mais les balles à un autre endroit que les armes, etc. Et dans le transport, c'est la même chose. Il faut que l'arme soit déchargée, il faut que l'arme ait un cadenas, il faut qu'elle soit dans un sac ou une valise qui va être cadenassée. Et en plus, ben, tu as un trajet. Ouais. Si tu pars, exemple, moi, je reste à Beauport. La salle de tir de Beauport est juste à peu près à 2 minutes de chez nous. Fait que si mon trajet, c'est de partir de chez nous, de m'en aller là, puis je me fais arrêter par la police, je sais pas, moi, pour un stop dans le Haut-de-Charlebourg, puis ils voient que j'ai une arme avec moi, Puis que t'es pas sur... c'est quoi je fais là? Ouais. Donc, je peux être accusé. Ouais. Si tu dois aller mettre de l'essence, ça va te rendre un club de tir. Techniquement, tu n'as pas le droit. Pépé? Hum? Pépé? Un petit pépé? T'as envie de pépé? Faut aller à la station-service, tu fais quoi? tu le gardes dans tes intestins. Fait que tu comprends que pour faire du tir sportif, il faut que tu veuilles en sacrifice faire du tir sportif. Ben oui, mais en effet, je comprends que ce soit régi parce qu'évidemment, c'est un hobby qui représente quand même d'avoir en sa possession des choses plus différentes, plus dangereuses que quand moi je fais mon yoga, mettons, là, on s'entend. Des fois! Mais selon ce que tu m'expliques, je comprends que oui, en effet, si tu veux pratiquer le tir sportif de façon légale, il faut que tu passes par une méchante gang d'étapes. Oui, je savais pas ça. Avec toutes les mesures nécessaires, d'avoir le nom des personnes de référence, la conjointe, etc., pour faire une enquête. Mais tu sais, quand on parle de où qu'on peut aller, j'ai déjà un chasseur, lui, il a été chercher ses enfants à la garderie. Puis il avait oublié, il avait encore sa casquette orange sur la tête. La police l'a arrêté, ils ont saisi ses armes. Puis il a été accusé au criminel parce qu'il était proche de Il n'y avait pas d'affaire là avec un arme. Il n'était pas là pour tuer personne. Il en venait de la chasse. Là. Il n'y avait aucune mauvaise intention. C'est tout ça. Là. OK. C'est assez complexe hein, quand on y pense. Puis est-ce que les chasseurs sont tout au courant des informations que tu nous donnes là présentement? Non. Mais qui s'occupe de leur transmettre de l'information, Guy? Le contrôle des armes à feu pour les chasseurs, c'est pas si important que ça. Non. Okay? Les chasseurs, tu sais, le problème qu'on a, puis souvent, il y a une petite chicane entre les chasseurs et les tireurs sportifs au Québec. Là. Les tireurs sportifs se font traiter. Ils veulent savoir qui a la carabine la plus longue. Ouais, c'est à peu près ça. Là, les Je savais même pas qu'il y avait, tu sais, dans ma tête, je mettais tout ce monde-là dans la même gang. Là, le monde qui aime savoir des armes. Là, Pour moi, dans ma tête, ce monde-là sont tous pareils. Ouais. C'est tous des propriétaires d'armes à feu. Ouais. Dans le reste du Canada, c'est des propriétaires d'armes à feu qui ont des activités avec une arme à feu. Et ici, il y a une querelle, une compétition, c'est quoi qui se passe? Non, ici, c'est parce qu'on est des... J'imagine qu'on est émotif, peut-être, parce que
la chasse, c'est une passion, c'est une activité. Les gens, les propriétaires d'armes à feu sont liés à une activité et souvent, leur activité passe avant le fait de défendre leur droit de possession. Si tu vas dans le reste du Canada, un propriétaire d'armes à feu, chasseur, tireur, portier, pas grave, c'est un propriétaire d'armes à feu, il défend son droit de possession. Au Québec, on est tellement capable de toujours faire en sorte de diviser tout le monde. Ils ont réussi à diviser les tireurs sportifs et les chasseurs. Fait que les chasseurs disent aux tireurs sportifs, c'est une gang de tireurs de mitraillette, puis c'est à cause d'eux autres, c'est tout ce qui se passe. Puis les chasseurs se font traiter de FOD. De quoi? De FOD, comme dans la série avec les dessins animés, là, ou sur Homer FOD. Là. Tu sais, parce que ils comprennent jamais toute l'ampleur de ce qui se passe avec le contrôle des armes à feu parce que ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est leur passion, c'est la chasse, d'aller chercher leur chevreuil, d'aller chercher leur orignal à chaque année. Fait que ce que tu me dis, dans le fond, c'est que présentement, la loi puis tout ce qui se passe, c'est comme un mouvement pour abolir ton sport. Ben, moi, mon sport, je te dirais qu'il est déjà aboli. Okay. Il est déjà aboli depuis 2 ans parce que moi, mon sport, c'est du 3-gun. Moi, je fais des parcours en courant, en marchant, puis je tire sur des cibles avec un pistolet, avec un fusil de chasse, puis avec un AR-15. Mais depuis 2 ans, c'est extrêmement difficile de le faire. Si le C-21 passe au complet avec tout ce qu'il y a là, c'est fini. Il n'y a plus de ça. Il n'y a plus d'IPSC. IPSC, c'est avec un pistolet. Si c'est juste un gel, on va pas voir. Les gens qui ont des armes de poing vont pouvoir continuer à faire leurs activités. Avec une clause grand-père? Non, c'est parce que tu vas pouvoir la garder, ouais. Mais tu ne pourras plus la vendre, tu ne pourras plus l'acheter, tu ne pourras plus la transférer. Fait que ce qui arrive, c'est qu'en faisant ça, avec le C-21, c'est que sur 2-3 générations, tu es en train de bannir la possession légale d'armes à feu. Parce que là, tu bannis des armes, les armes semi-automatiques, etc. Tu bannis des types d'armes. Puis au niveau des armes de poing, tu ne les bannis pas. Tu fais juste en sorte que le monde peut juste les garder, mais ils ne peuvent plus en acheter, ils ne peuvent pas en transférer, ils ne peuvent plus rien faire. À part, ils peuvent les utiliser, aller dans les champs de tir, etc. Mais il y aura le bassin de propriétaires, il n'augmentera pas. Il va juste diminuer à chaque année. Fait que le but de tout ça, le C-21, c'est faire en sorte de faire mourir, en fond, la possession légale sur peut-être 10, 15, 20 ans. Je donne la parole à quelqu'un qui nous écrit par Twitch, qui dit « J'ai peur que la C-21 fasse l'effet inverse, que le fait de tout interdire fasse tout partir en vrille. » Ben, écoute... Mais c'est parce que c'est comme il l'a dit depuis le départ, c'est que c'est les gens bons qui vont payer, c'est pas les gangsters. C'est pas les gens qui ont des mauvaises intentions. Les gens qui ont des mauvaises intentions, malheureusement, il va toujours y en avoir. De quelle façon ils vont se procurer des armes? Ben, c'est assez facile. Sur le dark web, assez facile, mais ces armes-là passent par les territoires qui sont non protégés par la Sûreté du Québec, entre guillemets. Donc, puis il n'y a pas plus de patrouilles. Là, plus il y a d'armes qui rentrent au Canada, il n'y a pas plus de patrouilles pour empêcher ces armes-là de rentrer au Canada parce que il semblerait qu'on gêne ces gens-là qui sont des contrebandiers. C'est assez particulier quand tu y penses. Puis si on parle d'armes légales, des propriétaires légaux, que si le C-21 passe, ce qui va arriver, comme je te dis, les chasseurs, la majorité des chasseurs ne connaissent pas les lois, donc ne sont pas au courant de grand-chose. Et là, on va avoir des gens honnêtes qui vont se faire arrêter avec des armes prohibées, qui vont être passibles de 10 ans de prison parce qu'ils ne connaissent pas les lois. Ouais, c'est leur responsabilité de les connaître, par contre. Oui, sauf que c'est tellement compliqué. Tu demanderas ça à un policier. Le policier regarde, l'autre fois, plus... j'avais dans mon Facebook, j'avais quelqu'un qui était un chasseur, qui était super content. C'était sa première perdrix qui tirait. Fait que dans la main gauche, il y avait une perdrix. Dans la main droite, il y avait un Daria MK12. L'arme est prohibée depuis 3 ans. Le gars ne le sait pas. Mais s'il pogne un policier ou il pogne un garde-chasse, un bureaucrate qui veut absolument appliquer le livre... Ça prend un policier qui connaît ça aussi? Oui, ça, encore là, c'est assez dur à avoir des fois. Mais tu sais, ce gars-là, il peut être accusé pour possession illégale d'armes à feu. Ben, c'est illégal, il n'avait pas le droit de l'avoir. C'est la loi, c'est sa job de le savoir. Là. Puis là, en plus, vu qu'il a chassé avec une arme prohibée qu'il n'avait plus le droit d'utiliser, là, il va être accusé aussi de braconnage. Ouais. Son char va partir. C'est toutes des choses qui peuvent arriver, mais c'est pas des criminels. C'est ça l'affaire, c'est qu'on attaque des gens qui ne sont pas criminalisés en disant qu'on va sauver des vies, qu'on va régler des problèmes de criminalité,
quand c'est vraiment pas le cas. OK, la chasse va être impactée, le tir sportif va être impacté. Est-ce que les amateurs de airsoft vont l'être? Oui. Les auteurs de Airsoft, ce qui arrive, eux autres, c'est qu'en partant, ils ont déjà dit en partant qu'il y avait un problème, il fallait trouver des solutions. Fait qu'ils vont leur trouver des solutions. Fait que moi, ce que je pense, c'est que les propriétaires de Airsoft, quand j'en regarde les commissions présentement, là, tous les comités là-dessus, ce que je vois, c'est que les propriétaires d'Airsoft vont être obligés de faire le cours de PPA, PPA restreint, et leurs armes fictives vont devenir comme des armes restreintes. C'est particulier. Avec tout ce qui vient avec. Y a-tu déjà une fusillade au Canada qui s'est faite avec du airsoft? Pas vraiment, non. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, Airsoft, c'est que c'est sûr que ça prend un peu plus de réglementation là-dessus, dans le sens que présentement, n'importe qui peut acheter un Airsoft. Là. Mm-hmm. C'est que c'est un... Dans tout ça, dans tout l'ensemble de ce qu'on voit présentement dans le C-21, ce qui est le gros problème majeur pour les policiers au Canada, c'est les Airsoft. Parce que présentement, les Airsoft, les gens les achètent et ils les prennent pour faire des vols, comme être menaçant. Pour faire des menaces, etc. Mm-hmm. C'est le problème majeur, moi, je pense, qui est dans le C-21. Puis ça, c'est sûr que les gens d'Airsoft vont y goûter. Guy, on continue de suivre ça, là, les travaux sur le C-21. Puis pour les gens qui aimeraient en savoir plus, puis se joindre à toi sur Internet, peuvent faire quoi? Ben écoute, ils peuvent aller suivre la page du TCRQ. Oui. Ils peuvent aller me suivre directement sur Facebook. Guy Morin. Oui. Puis écoute, il y en a quelques-uns comme Martin Bourgette. Martin Bourgette fait une très belle job. Martin Bourgette, il a fait déjà un live là, 2 jours qui a expliqué très bien c'était quoi. Fait qu'on est plusieurs qui en parlent. On essaye de réveiller les gens. C'est pas facile, mais c'est parce que si on laisse les choses passer, parce que notre arme n'est pas prohibée présentement, ben ils vont l'être un jour tout simplement. C'est juste la prochaine étape. Dans le temps, on entendait si tu t'intéresses pas à la politique va s'intéresser à toi. C'est en plein ça. C'est la même affaire pour vous autres. V'là 6 ans, à la pareille date, je disais qu'on parlait juste du registre au Québec, puis je disais que Police se souvient et compagnie s'en allaient à Ottawa demander le ban des semi-automatiques, des armes semi-automatiques, le ban des armes de poing, et voulaient avoir aussi l'entreposage hors domicile pour ce qui reste, les armes de chasse. On me traitait de fou, on me traitait de débile, on me traitait de complotiste. Oui. Ça a l'air, c'est pas au goût du jour. Mais pourtant, 6 ans plus tard, c'est exactement ça qui se passe. C'est incroyable. Un gros merci, Guy. Merci.